Avant de commencer, cliquez sur le bouton abonnez-vous pour vous abonner à notre page YouTube. Mais aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la petite sonnette à côté pour recevoir des alertes à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Femme de valeur, femme de vertu, femme de Dieu et femme de feu, don de Dieu, créature extraordinaire, ô femme, souvent de caractère, mais parfois trop fragile. Aujourd'hui c'est ton jour, aujourd'hui est un grand jour où nous te célébrons. Reçois ce jour où les hommes te célèbrent. Oh oui, femme. Oh, we celebrate you. Oh, we femme. Oh, we celebrate you. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur les coulisses. Alors, aujourd'hui, on reçoit deux personnes. Pas une, deux. Donc, c'est une émission bénie. À ma gauche, Janvier Maïtoukou, qui va se présenter. C'est un batteur. Il a un cursus assez intéressant et qui nous donnera son avis un peu et son approche sur la musique. On va commencer Made in Sénégal, après on va s'étendre un peu sur l'Afrique. À ma droite, Philippe Kouli, alors leader du groupe Kandjele, groupe de gospel. Voilà. Donc là, vous connaissez déjà tous ceux qui sont avec nous et qui accompagnent, Lionel, Rétis, moi-même. Nous n'allons pas tarder, nous allons démarrer. Vous nous excusez, ici, c'est l'heure de la nourriture. C'est pas encore ça. Lionel, comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Ici, c'est l'heure du petit déjeuner. La magie du décalage horaire. Salut à tous, les gars. Ben, ça fait plaisir de vous avoir. Et puis, on a un mélange intéressant aujourd'hui, un batteur qui est sur les instruments, le genre de choses que j'ai jamais pu faire dans ma carrière, donc j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui jouent des instruments et le groupe de gospel aussi, quand on sait ce que vous êtes capable de faire côté voix, côté vocalisme, donc c'est vraiment, on a un panel très intéressant, donc merci les gars. Merci à vous. Alors, Elik, tu veux commencer par où ou comment? Écoute, je pense qu'ils vont d'abord se présenter. Ça commence par là. Moi, Ouais. Ils sont les venus assez cool se présenter. Alors, on va commencer avec Janvier, qui va nous donner un peu ses origines, parce que c'est important, et un peu son cursus, comment il est venu à la batterie et tout. Voilà. Alors, salut à tous. Moi, c'est Janvier Maïtoukou. Je suis d'origine congolaise, de Brazzaville. Mais bon, je réside ici au Sénégal, ça fait plus de 20 ans. Bon, je suis né ici, en fait. Et j'ai commencé la musique dans les années 80, en tant que percussionniste d'abord. Percussion tama, comme on appelle ici au Sénégal. C'est un petit tam-tam parlant, comme on dit au Sénégal. Et après, au fur et à mesure, j'ai intégré le groupe Centric, qui est mon frère, en tant que percussionniste. Et j'avais quel âge? J'avais 15 ans, ouais, 15 ans. Après, au fur et à mesure, je me suis intéressé à la batterie parce que la chance, c'est que c'est le batteur qui n'était pas là le jour même, à l'improviste. Donc, j'écoutais juste ce qu'il faisait. Donc, du coup, le jour du concert, il n'était pas là. Et hop, on m'a jeté sur la batterie. J'ai fait, comme on dit, du copier-coller. Exactement les mêmes choses qu'il faisait, les mêmes breaks et tout, comme on dit. Et voilà, depuis ce jour, et après ça, j'ai fait mon premier show à Abidjan en 95 en tant que batteur. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà, j'ai intégré le groupe en tant que batteur percussionniste. Donc, je fais partie des premiers batteurs qui jouaient en même temps la batterie et le tama. Je faisais des solos tama et puis solo à la batterie et puis voilà, c'est parti comme ça.
Et de là, j'ai tourné, je suis allé, on a fait Abidjan, Massa 95, 97, 99. On s'est installé à Bangui. Et à Bangui, c'est de là où j'ai vraiment évolué côté batterie. Mais j'étais aussi sportif. Bon, je donnais des cours pas de gym, mais c'est-à-dire j'entraînais les gens à avoir un peu de souffle avant de monter sur scène et tout. Voilà. Et je m'occupais en même temps des enfants qui souffraient de la malnutrition. Donc, j'étais dans un centre d'éducation physique. Je m'occupais aussi des enfants et en même temps, j'étais technicien et batteur en même temps. Donc, c'est de là que tout a commencé. C'est beaucoup plus à Bangui que tout a commencé. Et après, on est venu ici avec mon frère et c'est de là où je suis rentré. J'ai rencontré Elick, Philippe, dans tout. Et après, j'ai commencé avec les chorales, par contre. Je m'appelle. Alors, Centric, c'est ton frère? Oui. Ah. Mon grand frère. Je vois la connexion se fait. Oui, parce que quand on était à Dakar, justement, à Daleka, c'est là que j'ai eu l'occasion de rencontrer Centric. Oui. Et c'est grâce à lui, au fait. C'est lui qui m'a jeté carrément dans le monde de la musique. Un bon grand frère. Vas-y, démerde-toi. Voilà. Mais bon, mais ça, moi, c'était pas mon rêve d'être musicien. Moi, mon rêve, c'était être mécanicien dans l'aviation. Mais Dieu a fait que, avec la guerre du Congo-Brazza, donc j'étais obligé de rentrer dans la musique pour sortir du pays. Donc, c'est eux qui m'ont mis, ils ont dit, bon, on te met dedans et puis tu vas te débrouiller. Et là, après, on est arrivé ici, donc voilà. Et sur ce plan-là, j'ai accompagné pas mal de groupes ici. J'ai donné des cours de batterie aussi. Et puis quoi encore, il y a plein. Bon, au fur et à mesure, on va développer. Voilà un peu comment je suis rentré dans la musique et le reste, et puis on verra après, on va développer après. Alors, nous allons quand même donner aussi la parole à Philippe. Même exercice. Bonjour tout le monde, bonjour chers auditeurs. Et c'est vraiment un réel plaisir parce que avec la situation, c'était pas trop évident et je comprends un peu, mais c'est un vrai plaisir. Alors, je vais me présenter, je m'appelle Philippe Sylvain Colly. Je suis sénégalais d'origine, sénégalais de souche, Diola de source aussi. Et j'ai commencé dans la musique depuis tout petit, parce que j'étais dans une petite chorale qu'on appelait la chorale Saint-Michel, à la paroisse des Martyrs de l'Ouganda, à Dakar, bien sûr. Et je vais dire que je chantais comme une casserole, mais j'aimais beaucoup tout ce qui était sonorité. Moi, c'était ça mon kiff. J'aimais beaucoup tout ce qui était sonorité. Et ça m'a intéressé au fil du temps. J'admets que les premières années, comme je dis, c'était très difficile parce que je chantais comme une casserole. Et il se trouve qu'à chaque fois que je chantais, même, on me disait de me taire parce que je dérangeais. Et après, l'orgueil de l'homme, vous savez, m'a fait travailler beaucoup de choses. J'ai commencé à travailler de mon côté, faire des cardio en même temps en chantant, prendre les strates du stade de Marius Ndiaye qui se trouve ici au Sénégal et à faire des exercices en même temps, suivre des vidéos sur YouTube. Excusez-moi. Ouais, non, ça va trop. Et au fil du temps, j'ai su m'adapter et j'ai rencontré un groupe qu'on avait formé avec des étrangers ici. Il y avait des Gabonais, des Congolais, des Camerounais, un melting pot qui s'appelait le Cœur Pro. Et je les salue au passage, qui m'ont appris beaucoup de choses parce que le fait de chanter avec des gens qui avaient certaines cultures musicales m'a beaucoup aidé. Et j'ai grandi comme ça dans la musique. Mais il faut dire qu'au bas âge aussi, mon père, il était dans la comédie musicale et ma maman aussi était dans les chorales. Donc, depuis tout petit, j'étais déjà imprégné. Juste que Dieu ne m'avait pas doté d'une belle voix depuis le bas âge comme don. Il a fallu donc travailler. C'est un peu comme Cristiano Ronaldo et Messi. Il y a le don et il y a le travail. Donc, il a fallu que je travaille pour aujourd'hui être, comme je dis, le maître de chœur de Kandjele, qui est un groupe de référence ici au Sénégal dans le milieu du gospel. Mais avant ça, j'ai fait beaucoup d'années de chorale. Et comme je disais tantôt, un groupe qui faisait que de la cappella, qui était beaucoup plus pour travailler la justesse et la voix, qui s'appelle le Cœur Pro. Voilà.
Voilà. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a de l'espoir pour les gens comme moi qui chantent comme une casserole. Ah, mais oui. Ce sont des muscles, il faut juste les travailler. Bon, il y en a pour qui, quand même, c'est assez difficile. Mais ouais, le plus important, c'est de chanter. Genre moi, là, tu vois, nous, moi, je ne peux jamais chanter. Alors, moi, je rebondis un peu et puis je repasse sur Janvier parce que l'intérêt, c'est qu'il a accompagné beaucoup d'artistes, énormément d'artistes et dans différents styles musicaux. Donc, il est bien placé pour nous donner son analyse. C'est pour ça que je me suis empressé de le compter parmi nos invités aujourd'hui. Alors, avant d'en arriver là, par contre, j'aimerais qu'il nous raconte une petite séquence dans sa vie qui est celui qui lui a offert son premier instrument. Ok, oulala. Un voyage émotionnel. Je t'ai dit. Bon, alors, c'est celui qui m'a offert mon premier instrument, le tama, justement. Comment c'est arrivé déjà? C'était à une époque à Brazza, c'était... Bon, moi, j'ai du mal à maîtriser les années. Je crois que c'était dans les années 80. C'était en 88. 88, 89, 90. Ismaël... Eric, tu n'étais pas né, hein? Non, il était encore... c'était... Et voilà, le gars, il est Ismaëlo, un artiste sénégalais qui était venu à Brazza pour un festival, je pense. Il était en contact avec Centric, avec mon frère. Et il est arrivé, il a offert un instrument, c'est cet instrument-là, Centric. Et moi, je n'étais pas encore dans le groupe, je n'étais pas musicien, rien du tout. Mais je m'intéressais au moins un peu à la musique sénégalaise à l'époque. Donc, parce que moi, je suis né ici. Et donc, mes frères écoutaient que du Ismaëlo, Youssou N'Dour, Baba Mal et tout. Donc, j'avais ça dans la tête. Et Ismaël est arrivé, il a offert le tama à Centric. Et Centric est venu, il m'a dit, bon, écoute, voilà, toi, tu veux rentrer dans la musique, tiens, débrouille-toi. Et j'ai pris le tama, je suis rentré dans ma chambre. Pendant au moins près de 2 mois, j'étais là à fatiguer les oreilles. Tu sais, à l'époque, les chambres, donc quand tu faisais un petit bruit, on entendait de partout. Donc, chaque fois, on était là, on frappait à la porte, mais genre, tu nous fatigues avec, quoi. Et là, après, voilà, c'est venu, j'ai fait les scènes avec Centric, avec cet instrument. Et des années plus tard, j'arrive ici au Sénégal. Il s'est passé, j'ai joué avec plein d'artistes avant. Et la personne avec qui je joue actuellement, c'est cette même personne qui a offert le tama à Centric. Aujourd'hui, je suis le batteur. Je suis le batteur d'Ismaëlo, ça fait bientôt 10 ans. Donc, voilà. Et le jour, lui-même, il ne savait pas, en fait. Et je me rappelle, c'était à mes 40 ans, je crois que vous étiez là, à mon anniversaire. Et c'est mon frère qui explique, qui raconte l'histoire. Et Ismaëlo s'est levé, il m'a regardé, il me dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Donc, tu me cachais ce genre de choses-là. Donc, le premier instrument que tu joues, c'est moi qui l'ai fait. Et aujourd'hui, tu es mon batteur. Et voilà, après, tu es grand frère. C'est pas un artiste, c'est un grand frère pour moi, quoi. Donc, c'est fait partie des gens qui m'ont poussé à rentrer dans la musique carrément. Et voilà, après, depuis là, bon, si tu veux jouer avec les artistes, avant d'arriver chez Ismaëlo, j'ai joué avec un groupe de reggae. Il s'appelle Célébéon. C'était mon premier groupe ici au Sénégal en tant que batteur. Et on a fait 3 ans, 4 ans. Donc ce groupe, c'était un groupe on était une vingtaine, hein. On était avec basse, batterie, kora. On avait 3 chanteurs. Donc chaque chanteur avait son style malgré que ce soit le reggae. Et puis il y avait un qui jouait à la kora en même temps. Et on jouait dans le coin de la place d'ici. Et c'était bourré. Donc sur scène. Et on gagnait combien par musicien? 2500, 5000. Mais c'était la joie, c'était l'expérience. Moi, c'était mon premier groupe. Et pour te dire, on n'a jamais voyagé. Bon, on a joué à Gorée, c'est vrai. Et puis, mais on était tout le temps dans les boîtes on a sorti 3 albums on a enregistré 3 albums qui n'étaient jamais sortis.
Et chaque album, ça comptait plus de 10 à 15 morceaux et tout. Donc, le gars, ils étaient tellement organisés, mais d'une part aussi, avec l'expérience, en fait, on s'est rendu compte que le gars, il le faisait au feeling. Après, de là, je suis allé chez Carlo G. Carlo G, pareil, j'ai fait des années là-bas. On a tourné, par contre, avec lui. En fait, j'ai fait partie des premiers batteurs de Carlo, des premiers musiciens de Carlo. Et on a tourné, on a fait jusqu'à ce qu'il soit comme ça. Carlo G, il voyageait et tout. Alors, il faut que tu expliques parce que tout le monde ne connaît pas Carlo G. Carlo G, c'est un artiste sénégalais. Bon, à l'époque, c'était hip-hop. Aujourd'hui, il fait de la musique comme world music. Et c'est un talent, mais vraiment, mais en tout cas, il a une belle voix. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très inspiré. Il a fait l'Opéra du Sahel aussi, avec, j'ai même oublié son nom. C'était au Mali, avec une fille là, qui est décédée, perd son âme. Et Carlo G, ouais, je pense que c'était Carole. Ouais, je pense, ouais. Et tu te rappelles de Carole Frédéric? Non, oui, non. La forte, non, c'est pas elle. C'est pas elle. Non. Elle est décédée. Elle est décédée ici. Elle était décédée ici. Et Carlo, c'était un ancien chanteur qui a fait il a joué avec Awadi. Oh, ok. Donc, c'est lui qui avait remplacé Deguchi chez PBS. Après, voilà, entre PBS et voilà. Et entre PBS et Carlo G. Et ce morceau, justement, qui passe là, c'est je fais partie des gens qui ont trouvé, les musiciens qui ont trouvé le rythme de ce morceau-là, mais après, il a changé. Begel, on le jouait en acoustique. Donc, j'ai fait des albums avec lui, j'ai tourné, j'ai fait plein de dates en Europe, ici. C'est une chanson très populaire. Oui, mais ça, tu vois, il y a le remix, là, il a repris, en fait. Et à l'époque, je le jouais, j'avais un instrument traditionnel. J'avais mis le tama dessus et voilà, ça, on le faisait beaucoup plus en live. Et après ça, on a fait plein de dates, hein, Et c'est quelqu'un aussi, on est restés amis. Après là, je suis allé chez Awadi aussi. J'ai joué avec Awadi quelques dates pour remplacer. Moi, à l'époque, on m'appelait le remplaçant des batteurs. Dès qu'il y a un batteur qui a un problème, qui fait des trucs, qui vient en retard à la répète, paf, on m'appelle. Et j'ai jamais répété avec Awadi déjà. Donc j'ai fait le Festman avec lui, sans répéter. C'était la première partie de Econ. Festman, sans répéter, ce sont dans ses habitudes. Le Festman. Voilà. Le Festman. Il faut que c'est quoi le Festman? Non, moi je répète pas. C'est très rare. Festman, c'est le Festival des Arts Nègres. Festival mondial des Arts Nègres. Et c'est justement sur ce festival-là où j'ai joué avec 10 groupes, comme il dit, sans répéter. Je monte sur la scène. Mais comment est-ce possible? Parce que Elick et moi, quand on était actifs avec Dalaika, sans répéter, on ne pourrait pas survivre. On répétait tellement que moi, je pense même que dans la nuit, tu pourrais me réveiller et que je pourrais te faire parce qu'on a tellement répété. Donc, je suis vraiment intrigué par le fait que tu n'as pas... Est-ce que c'est le fait que c'est un instrument et donc, une fois que tu sais comment est-ce que tu veux que la chanson joue, tu sais comment y aller ou quelle est la technique si tu veux, ou le secret derrière ce talent de ne pas avoir besoin de répéter? Je pense qu'il a un cursus qui l'a beaucoup aidé parce qu'il a joué plusieurs rythmes durant sa carrière. Oui, c'est ça aussi. De ce fait-là, quand tu l'emmènes dans un monde musical, il a déjà les références. Voilà, c'est ça. Mais en fait, sans te couper, il y a aussi le fait... C'est l'expérience, mais bon, avec Carlo G, moi, j'avais l'habitude, à l'époque, quand je venais dans les lieux où les gens jouaient, je ne sais pas si je dois dire le nom ou pas, au Just For You, on faisait partie des gars, des musiciens. Dès quand ça venait d'ouvrir, là, moi, j'avais mon petit sac avec 2 baguettes.
J'étais là, j'étais assis, je regardais. Et quand il y a un morceau qui me plaisait, que j'aimais bien, j'écoutais et j'écoutais que la batterie. Donc, j'arrive chez moi et Carlo un jour il m'appelle pour dire viens on répète. J'avais joué ce morceau, ça s'appelle Gangsta. C'est un morceau, il parle de son père et tout. Et j'avais fait exactement la même chose. Et depuis ce jour, il me dit bon, toi, c'est pas la peine de répéter. Il n'y a que 2 groupes avec lesquels je répétais et où je répétais souvent, c'est Ismaëlo. Oui, j'allais dire. Voilà. Non, Ismaëlo, lui, c'est pas un groupe, c'est une école. C'est une école, ça. Ouais. Tu peux pas. Non, là, si tu me vois jouer avec un autre groupe, genre les Congeli, par exemple, tu vois, là-bas, je peux me défouler et tout, mais j'arrive chez Ismaëlo, c'est comme ça, hein, on répète, si on doit jouer, par exemple, un 31 décembre, mais le 1er janvier, on commence les répètes. Donc, tu es là, plutôt le novembre, fin novembre, là, on commence les répètes. Ça, c'est vrai. Et c'est les mêmes morceaux que tu joues, mais carré, quoi. Tu n'as pas le droit de... Bon, après, tu es discipliné, en fait. Oui, moi, oui, voilà, c'est ça la chance. Mais quand d'autres groupes m'appellent, par exemple, il y a un groupe qui je peux prendre... Natijan, c'est un jeune chanteur sénégalais reggaeman, très connu ici au Sénégal et qui a fait beaucoup de festivals aussi. Et le truc, c'est que pendant ses répétitions, il répétait avec un autre batteur, avec Donald. Et alors c'était Moi, je me rappelle même ce jour-là, je m'étais un peu vanté quand même. Je me suis dit, bon, voilà, je peux faire... Je suis arrivé, il répétait, tous les ans, on répétait pendant 1 semaine. Et le jour du show, Donald avait un autre concert avec le grand Mao, l'ancien guitariste d'Alpha. Et j'arrive sur place, Mao me dit, bon, petit frère, ton gars là, il ne va pas jouer maintenant, donc il faut aller le remplacer. J'ai dit, bon, mais je vais aller le remplacer, je ne connais pas les morceaux de Natijan. Je suis monté sur la scène, je regarde le bassiste, c'était Tibas à l'époque. Je lui dis, grand, tu m'aides. Tel break, tu me regardes. C'est comme ça qu'on a fait. J'ai fait 1 heure de show en regardant à gauche le chanteur, le bassiste qui me dirige, le guitariste. Il me dit, donc j'entendais juste, je joue, c'est le reggae, je joue et j'entends rouler, c'est-à-dire roule quoi, fais le break. Ouais, c'est parti. Et il y a des breaks où par exemple, c'est quand tu fais donc, le premier, je loupe, mais le deuxième, obligé de suivre. Et j'ai fait 1 heure de show comme ça. Donald est venu, il est venu, il a pris la place. Et la chance, c'est que c'est moi qui ai eu le cachet, pas lui. Et j'ai eu plein de groupes comme ça, où on m'appelle, viens jouer, sans répéter. J'ai même fait des balances de Awadi comme ça, sans pourtant répéter, sans... En fait, c'est quoi le secret, c'est écoute. C'est surtout ça, l'écoute. Attention, tu écoutes. Parce qu'il y a des batteurs ici. Tu as l'oreille. Voilà, il y a des batteurs ici, le conseil même que je devais donner aux jeunes batteurs ici, ils sont tout le temps là à se montrer, genre, ils sont bons, mais ils jouent que pour eux. Ils ne sont pas dans le partage. C'est-à-dire, tu joues avec... la batterie, c'est l'instrument le plus fort sur scène. C'est une percussion. Donc, si tu joues, il faut écouter les autres. Il faut écouter d'abord ce que toi, tu fais. D'abord, après, tu écoutes les autres. Mais il y en a qui sont là, paf, ils font des roulements à gauche, à droite, pour ne pas... pour montrer que non, voilà... c'est moi. Moi. Donc, c'est ça l'histoire. Et puis, voilà, il y a... Tu sais ce que je trouve avec la batterie, un côté... c'est comme un instrument presque pour les enfants. Qui a un côté... parce que tu sais, je pourrais mettre un enfant là-dessus et puis il se défoule. Mais oui. Et plus il est bon, plus il va. Alors que si je remets une guitare, c'est comme il y a plus de... Voilà. Non, mais en fait, la batterie, j'avais un projet, mais qui n'avait pas abouti aussi. C'était, on devait donner des cours pas des cours, hein, aller dans une école des enfants qui souffraient, qui étaient autistes. C'est ça, non? Qui avait du mal à tenir un truc. Ah oui. Et tu vois? Et le truc, c'était de mettre juste même une caisse claire ou bien un djembé quelque part pour au moins que l'enfant se trouve un peu le sens du rythme et tout ça. Thérapeutique. Voilà. La batterie, elle est vraiment thérapeutique. Et moi, ma fille, par exemple, quand je mets la caisse claire là-bas, puis
automatiquement. C'est le son, en fait. Ils sont attirés par le son de l'instrument, comme le djembé et tout. La guitare, c'est vrai, c'est mélodique, mais la batterie, tu peux faire n'importe quel rythme. Il suffit juste d'être discipliné et tout. Bon, chez les enfants, c'est toujours un truc, ouais, c'est toujours compliqué, mais après, il a un peu l'oreille. Mais ça veut dire que si je fais un parallèle de ton côté, toi, tu es plus, parce que tu disais tantôt que tu as beaucoup travaillé, n'est-ce pas, Cristiano Ronaldo, Messi. Donc, tu serais l'opposé dans ce cas-ci. Beaucoup de répétitions ou pas besoin de beaucoup de répétitions? Alors, moi, déjà, mon instrument, je peux pas travailler mon instrument chez moi. Parce qu'après, j'avais commencé, je peux recevoir des pierres à gauche, à droite. Pas que je ne travaille pas, mais c'est très rare que je fais des exercices chez moi. Hein. Et quand je suis dans une salle de répète, c'est là où j'en profite. Moi, pour dire, la vérité, c'est que je me prends pas pour un batteur je suis presque l'un des batteurs qui ne met jamais de vidéo de moi sur. Si tu vois une vidéo de moi, c'est parce que voilà, c'est un concert et tout. Mais moi, aller mettre sur le truc, j'ai peut-être pas la flemme, mais pas que je travaille pas, mais à un moment donné, je peux prendre une semaine, je travaille, après l'autre semaine, bon voilà, ça arrive sur scène. C'est pas. Mais la scène aussi, c'est la meilleure pratique. Voilà, c'est la meilleure partie. Mais par contre, je fais beaucoup de sport parce que sur scène, je me rappelle les gars là, les congelés là, ils m'ont faut dire. Justement, ça permet d'avoir une transition. Voilà. Philippe. Donc, partage un peu avec nous. Bon, ça dépend sur quel sujet. Ben, exactement comme j'en dis. Hein. Bon, de mon côté, il faut beaucoup de travail. Sincèrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut énormément de travail, beaucoup de répétitions. Déjà, les entraînements beaucoup, c'est un travail personnel. Il faut de l'automotivation déjà. Parce que c'est pas tout le temps évident de trouver quelqu'un qui peut t'aider. Sinon, tu vas aller chercher un professeur. Et le professeur, il y en a qui sont pas très cotés. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, ils vont qualifier ils vont te donner des exercices par rapport à eux, ce qu'ils savent. Mais pas par rapport à la personne que tu es, ce dont tu as besoin. Est-ce qu'il faudrait travailler sur les graves, les aigus? Est-ce qu'il faudrait travailler sur ton souffle, sur ta condition de scène? Non. Ils te donnent juste par rapport aux exercices qu'ils connaissent et qu'ils peuvent partager avec toi. Donc, c'est la seule différence avec nous. Donc, nous, il faut beaucoup de répètes. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être à la tête d'un groupe qui s'appelle Cangélé depuis 10 ans. Et j'ai vu des gens évoluer grave. On a qui est parti sur une carrière solo et que je félicite parce qu'il fait de très belles choses et que j'ai vu grandir. J'ai vu des voix vraiment évoluer dans le groupe. Efouza. Ah ouais. Efouza, mon coiffeur personnel. Ah, tu vois, c'est lui qui t'a fait les tresses là. Donc, j'ai les voix. Sincèrement, j'ai les voix. Et le topo, oui. C'est pas pour le couper. Pourquoi on reste dans l'ordre des choses? Cangélé s'est construit comment? Comment ça a été créé? Qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté? Le gospel sur la place sénégalaise. Allez, explique. Alors, Cangélé s'est créé. Ça, c'est une très bonne question. Le gospel sur la place sénégalaise. Oui, ça, c'est une très bonne question. Elik, de temps en temps, tu es inspiré. Tu vas un peu, hein? Parfois. Là, ce sont des questions qu'il n'a même pas préparées. Hein. Il utilise simplement nos gars. Il improvise. Alors, Cangélé s'est créé, comme je disais, pas sur un coup de tête, mais au départ, c'était un monsieur qui s'appelle Bruno Dermidi, qui était dans la politique et qui avait ses propres affaires. Donc, au départ, c'était plutôt une chorale plus business qu'il avait créée. Et sur ce, on a fait une sélection, on a fait appel à Marc Silva, un maître de chœur sur la place, très connu d'ailleurs, qui est d'ailleurs mon mentor aussi dans le milieu de la chorale et de la chanson. Donc, il a fait appel à Marc Silva, une Gabonaise qui s'appelle Rebecca, un autre qui s'appelle Kaboué. Et après, moi, je suis venu compléter. Donc, à partir de là, on s'est concerté et on a fait une sélection de 20 personnes. Mais 20 personnes
qui ne devaient pas être du même endroit. C'est-à-dire faire des sélections différentes pour avoir un peu des voix assez différentes, des différents styles et différentes voix. Donc, c'est ce qui nous a beaucoup aidé d'ailleurs. Et il faut dire qu'au départ, la difficulté, c'était que les gens nous voyaient comme une chorale gospel. Et quand on dit gospel aujourd'hui, c'est rattaché à la foi, c'est rattaché à l'église, c'est rattaché à Dieu. Mais nous, on était beaucoup plus business. Et au fil du temps, quand on marchait, on remarquait qu'on commençait à s'égarer de notre objectif personnel, de chaque choriste, parce que chaque choriste qu'on avait à sélectionner avait un objectif assez focus, c'est-à-dire c'est un groupe gospel, mais axé sur Dieu, mais pas plutôt business. Donc, cette période a été vraiment heureuse parce que c'était un tiraillement entre le fondateur et les choristes en tant que tels. Nous, on voulait être chorale gospel, ce qu'on appelle chorale gospel. Mais lui, il voyait autre chose. Et après, ça s'est mélangé. La chorale a connu un temps de baisse, un temps de repos. Et après, on est reparti sur un autre pied. Bien sûr, il a quitté. Je peux dire malheureusement, mais heureusement pour nous parce qu'on a su nous reconstruire et aller sur le base. Les difficultés qu'on a rencontrées, c'était ça, mais après, on rend grâce à Dieu, hein, parce que, comme Elic l'a dit, le gospel dans la place sénégalaise a été démarré par Kandjele. Ça, j'ose le dire aujourd'hui, parce que bien avant, on n'osait même pas parler de gospel. Non. On n'osait pas. Vous allez voir peut-être des petits groupes qui se formaient, des petits groupes. Quoi, ça ne durait pas, en fait. Ça ne durait pas. C'était quoi, 1 an, 2 ans, après ils disparaissent. Donc, le seul groupe qui existait, qui faisait du gospel, qui faisait du lyrique, qui faisait de l'acapella, c'était le Chœur Pro, et qui a aussi inspiré d'autres groupes qui ont commencé à se former. Et ensuite, Kandjele est né. Quand Kandjele est né, mais c'est après une panoplie de groupes gospel qui a fait éruption. Voilà. Mais qu'est-ce qui a fait que Kandjele a pu réussir là où d'autres ont échoué? Ou pas, je ne veux pas dire échouer, mais n'ont pas pu être... J'ai la réponse. Vas-y. Je pense qu'en fait, il y avait déjà une soif de gospel sur la place. On commence par là. Ils ont répondu à une attente qui existait. Tu sais, je peux avoir envie d'écouter du gospel, ça ne veut pas dire que je suis apte à chanter du gospel. Si on me donne ce que je veux avoir et qu'on y met le sérieux qu'il faut, ben je suis. L'adhésion est arrivée parce que moi, ce qui m'a plutôt étonné, c'était leur capacité à mobiliser du monde. Et ce qui fait une autre force de Kandjele, selon moi, c'est un peu les différences d'origine. Qui te permet d'avoir des couleurs différentes et qui te donnent un résultat, tu vois. C'est pas un truc commun, c'est pas ce à quoi tu es habitué. Du coup, tu viens et tu découvres quelque chose. Et ça, les gens ne se sont pas retrouvés avec les répertoires des églises, des chorales d'église, par exemple, où se dit que voilà, c'est la même chose, on va écouter quand on écoute Kandjele, tu vois. Parce que je crois qu'il y a plusieurs nationalités, il y a plusieurs ethnies du Sénégal. Et donc, quand tu vas suivre le spectacle, tu as plusieurs styles qui viennent et ils essayent d'innover à chaque fois. Bon, il a l'air gentil comme ça. Ça. Lui, il a accompagné. Je peux témoigner quelque part. En tout cas, il a parfaitement raison. Et mon épouse aussi, qui est à côté, la confirme. Elle est en train de dire que moi, mais je suis là, je sais. J'ai connu mon épouse dans le groupe déjà. Et je n'ai pas fait de demi-mesure pour elle parce qu'elle était mon épouse et tout. Non. Elle était une choriste, j'étais le maître de chœur. Donc, il fallait travailler. Donc, aujourd'hui, je dis, c'est à cause de Dieu. Hein, parce qu'on a voulu marcher avec Dieu et il a carrément ôté tout ce qui était débris autour de nous pour nous permettre d'avancer. Mais ensuite, il y a eu le travail. On avait vraiment un travail acharné, sincèrement. Un travail vraiment acharné. Il y avait des dirigeants qui étaient très stricts. Très, très, très stricts. Marc Silva, il a une politique de travail dans la musique. C'est-à-dire, Kandjele, vous ne venez pas pour apprendre à chanter. Vous savez chanter, vous savez danser, on vous prend. L'autre plus, c'est de savoir chanter, ok? Un autre plus, c'est de savoir danser, mais on ne vient pas pour t'apprendre à faire tout cela.
Mais par contre, quand tu rentres dans le groupe, tu peux évoluer de par ce que tu vas rencontrer. Excusez-moi. Donc, c'est deux parties, c'est deux facettes qu'il fallait avoir et qui pouvaient te permettre, en fait, d'évoluer dans le groupe. C'était ça, en fait. Donc, voilà. Mais c'est le travail acharné et la foi en Dieu, sincèrement. On était le seul groupe qui a été capable de faire un concert de 23 chants, où les deux parties, la première était classique, la deuxième était, je peux dire, a cappella, en même temps, et la troisième partie carrément orchestrée. Et c'est là où il est venu. Bon, malheureusement, pour lui, il n'avait pas répété. J'ai fait appel à lui. Et on n'a pas de batteur actuellement. C'est chaud, mais je connais un bon grand. Je pense qu'il va gérer. Il me dit, est-ce qu'il pourra gérer, tu sais, tu as géré au moins quoi, 10 chants? 10 chants, oui. Il me dit, mais est-ce qu'il pourra gérer? Je dis, ah, moi, je lui fais confiance. Je sais qu'il est bon, il a l'oreille, il est assez discipliné et tout. Il me dit, bon, ok, on n'a qu'à tenter. Avant le concert, on s'est vu quoi, 30 minutes en catimini. Oh, wow. Je lui ai défilé les 10 chants, je lui ai dit, écoute, ce chant-là, c'est comme ça, c'est du gospel, c'est ça, après ça va changer. Et sur scène, on communiquait, parce que moi, j'étais sur la dernière file. Ouais. Donc, c'était plus simple. Je lui donnais juste les mesures, je lui dis, c'est un 4 temps, c'est un 4-6, c'est un 6-8. Et automatiquement, je lui dis, fais-moi un roulement, on entre. Et c'était vraiment, et comme il dit, c'est un partage. C'était de l'automatisme, c'est un partage. C'est-à-dire on ressentait les mêmes choses sur scène, mais après on ne l'a plus lâché. Hein. Le concert il a tellement joué qu'il ne pouvait plus s'asseoir. Il jouait debout. En fait. Donc voilà, c'est surtout ça. Dans ce groupe, on éduque les gens à avoir une certaine mentalité. C'est-à-dire vous venez dans ce groupe, ce n'est pas pour... Vous venez dans ce groupe, c'est pas pour se vanter, c'est pas pour faire un concours, c'est pas pour faire un concours ou se vanter, vous le faites parce que Dieu vous a placé ici et voilà, on avance avec cette mentalité. Et en plus, c'est une grande famille. Hein. Aujourd'hui, on se manque tellement avec cet événement qui est le Covid que voilà, on essaie de trouver les canevas de temps en temps pour se rencontrer. Mais Dieu est fidèle. Laika, ça fait 10 ans et tu sais qu'on est resté.